Qu'arrive-t-il lorsque la femme que vous appelez maman vous enferme dans une cave sombre, uniquement pour que vous assistiez au mariage de votre mari avec une autre femme? Avant de nous plonger dans cette histoire, s'il vous plaît, écrivez en commentaire d'où et à quelle heure vous lisez ceci. Qui sait peut être qu'avec un simple commentaire, une personne qui vit exactement la même chose que vous trouvera ce récit. Une personne silencieuse qui ne fait qu'endurer, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un comprendra la douleur qu'elle a si longtemps gardée en elle. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme enfermée dans une cave. C'est l'histoire d'une femme d'abord emprisonnée par la peur, la honte et un amour mal compris, bien avant que ceux qu'elle croyait être sa famille ne ferment le cadenas. Dans le village de Valmont-sur-Loire, la famille Dubois était connue pour être des gens tranquilles mais honorables. Ils n'étaient pas riches, mais ne s'étaient jamais courbés devant personne. C'est ici que grandit Marie Dubois, que ses proches appelaient affectueusement Marie. Elle était la fille d'Alexandre, un ancien instituteur, et de Véronique, une commerçante travailleuse du marché. Dès son plus jeune âge, Marie s'habitua à se réveiller avant l'aube. Tandis que les autres petites filles jouaient dans la rue, elle aidait à disposer les légumes, pliait de vieilles feuilles de journal pour emballer le poisson et s'occupait de ses jeunes frères et sœurs au marché. « Marie, ma chérie, n'aie jamais honte de notre travail », lui disait souvent Véronique en s'essuyant la sueur du front. « Il vaut mieux se fatiguer honnêtement que de s'enrichir en exploitant les autres. » À cette époque, Marie se contentait de sourire. Son visage était doux, mais dans ses yeux résidait une grande force. Elle n'était pas conflictuelle, ne répondait jamais mal, mais si elle voyait quelqu'un se faire malmener au marché, elle était la première à s'approcher pour aider. Une fois, un petit garçon perdit la monnaie qu'on lui avait rendue à l'un des étals. L'enfant n'avait même pas ouvert la bouche que Marie avait déjà sorti quelques pièces de son propre porte-monnaie. « Pourquoi lui as-tu donné ça ?» lui demanda son frère aîné. Charles, qui était alors étudiant et rentrait souvent à la maison pour aider la famille. Il pleurait. « Mon frère peut être que sa mère l'aurait grondé, » répondit Marie. Charles la regarda et sourit. « Tu sais, Marie, tu es une bonne personne, mais n'oublie pas que tout le monde ne prendra pas soin de ton cœur s'il voit que tu es si compatissante. » À ce moment-là, Marie ne comprit pas tout à fait ce que son frère voulait dire. Pour elle, le monde était simple. Si vous êtes bon avec les gens, ils seront bons avec vous. C'est du moins ainsi qu'elle voyait le monde. Puis, au fil des ans, il lui devint peu à peu évident qu'il y a des gens que la gentillesse ne satisfait pas. Il y en a qui, s'ils voient que vous pardonnez, ne font que vous écraser encore plus fort. Quand Alexandre mourut d'une maladie cardiaque, Marie avait à peine 16 ans. Soudain, Charles devint le pilier de la famille. En plus de ses études, il travaillait. Il entra dans la fonction publique et, au fil des ans, devint conseiller municipal, jusqu'à être finalement élu maire de Valmont-sur-Loire. Il n'était pas parfait, mais les gens l'aimaient parce qu'il savait les écouter. Malgré son statut de maire, sa relation avec Marie ne changea absolument pas. Chaque fois qu'il visitait la vieille maison familiale, il lui apportait toujours son dessert préféré, le millefeuille de la pâtisserie du coin. « Tu es le maire, mon frère, et tu achètes encore le gâteau à la pâtisserie du coin, » plaisanta Marie une fois. Bien sûr, le millefeuille est incontournable dans la famille Dubois. C'est une tradition. Dans ces moments-là, Marie se sentait en sécurité. Elle avait un frère sur qui compter. Elle avait une mère qui, quoi qu'il arrive, était prête à la serrer dans ses bras. Mais c'est alors que David de Montfort entra dans sa vie, et son monde changea de cap. Marie rencontra David lors d'un événement caritatif à Valmont. La famille de Montfort était célèbre pour ses vastes entreprises, ses propriétés, sa compagnie de logistique et ses luxueux hôtels de charme. David était le fils unique de Madame Béatrice, la matriarche du domaine de Montfort. Madame Béatrice était une femme qui portait toujours des bijoux coûteux et avait un regard qui semblait mesurer la valeur des gens de la tête aux pieds. Ce jour-là, David représentait son entreprise pour la remise de dons aux étudiants locaux. Marie était assise en silence à la table d'inscription, organisant les noms des étudiants bénéficiaires. Quand David remarqua à quel point elle était occupée, il s'approcha. « Mademoiselle, depuis que je suis arrivée, je ne vous ai pas vue vous reposer. N'êtes-vous pas fatiguée ?» Marie leva les yeux, un peu gênée. « J'ai l'habitude. C'est bien plus difficile de porter des sacs de pommes de terre au marché. » David rit. Ce n'était pas un rire moqueur. Il trouva cela sincèrement amusant. « Je suis David. »« Marie. Marie !» répéta David comme s'il savourait le nom. « Un joli nom. » C'est là que tout commença. Dans les mois qui suivirent, David revint souvent à Valmont, même quand il n'y avait pas d'affaires officielles. Parfois, il apportait des livres pour les enfants. Parfois, il disait qu'il voulait juste goûter le café au lait du bistrot du marché,
Mais Marie savait quelle était la vraie raison. Elle n'était pas habituée à ce qu'un homme comme David lui fasse la cour. Il était beau, éduqué, sentait bon et conduisait une voiture qui valait plus que toute la rangée d'étals du marché réuni. « Je n'appartiens pas à ton monde », lui dit Marie un soir, alors qu'ils étaient assis devant la vieille mairie. « Pourquoi » demanda David. « Parce que je ne suis qu'une fille simple. Je n'ai rien dont je puisse me vanter. » David lui prit la main. « C'est toi que je veux, Marie. Je n'ai pas besoin d'une femme qui se vante de son nom de famille. Je veux une femme qui sache aimer sans rien attendre en retour. » À ce moment-là, Marie le crut. Elle le crut de tout son cœur. Mais Madame Béatrice, non. Marie sentit le regard glacial de la mère de David dès leur première rencontre. Dans le grand salon du domaine de Montfort, Madame Béatrice était assise comme une reine sur son trône. L'air sentait un parfum cher. Le lustre en cristal brillait et même le parquet semblait être de ceux qu'on ne devait pas fouler avec des chaussures venant du marché. « Alors, c'est vous, Marie » dit Madame Béatrice en posant lentement sa tasse de thé. « J'ai entendu dire que vous êtes la fille d'une commerçante du marché. »« Oui, madame, » répondit Marie respectueusement. « Mais mon père était instituteur. »« Je vois, » répéta Béatrice avec insistance. Marie se sentit gênée, mais ne dit rien. David lui serra la main sous la table. « Maman, j'aime Marie, » dit David. Madame Béatrice regarda son fils comme si elle venait d'entendre une insulte. « L'amour, David. L'amour ne suffit pas pour maintenir une famille, une entreprise et une réputation. Tu n'es pas un homme quelconque pour choisir n'importe qui dans la foule. » Ce soir-là, Marie rentra chez elle le cœur lourd. Dans le bus local, elle resta silencieuse tout le long du trajet, tandis que David s'excusait encore et encore. « Ne t'inquiète pas pour ma mère, » dit-il. « Elle apprendra à t'aimer. » Mais Madame Béatrice n'apprit jamais à aimer Marie. Elle apprit à la détruire lentement, petit à petit, de manière à ce que David ne le voie pas, ou que s'il le voyait, un seul regard maternel suffisait pour que l'homme garde le silence. David et Marie se marièrent dans une simple église de Valmont. La cérémonie ne fut pas luxueuse, mais elle était remplie de larmes et d'espoir. Charles accompagna Marie à l'autel, et avant de confier la main de sa sœur à David, il regarda fixement l'homme dans les yeux. « Prends soin d'elle, » dit Charles. « Elle ne mérite pas d'être blessée. » David hocha la tête. « Je l'aime, monsieur le maire. Je vous le promets. » La première année de leur mariage, tout se passa bien. Bien que Madame Béatrice n'acceptât pas complètement Marie, il y eut des moments où ils furent heureux avec David. Ils louèrent une petite maison près du village. Marie cuisinait tous les soirs et ils rêvaient souvent de la famille qu'ils auraient. Mais quand Madame Béatrice tomba malade et obligea David à revenir s'installer au domaine, c'est là que le déclin commença. « Ce n'est que temporaire, Marie, » dit David. « Ma mère a juste besoin de compagnie. » Marie accepta. Elle pensa que c'était une occasion de se rapprocher de sa belle-mère, mais dès qu'elle entra dans le domaine, ce fut comme arriver dans une maison aux murs magnifiques, mais sans chaleur. Le matin, Madame Béatrice dictait ce que Marie devait porter. « Ne mets pas cette robe, on dirait une domestique égarée. » Pendant les dîners, s'il y avait des invités, elle présentait toujours Marie comme « la femme de David, qui vient de la campagne », et elle disait le mot « campagne » sur un ton qui le faisait sonner comme quelque chose de sale. Un soir, après un dîner, Marie ramassait les assiettes lorsque Jeanne, la cuisinière du domaine, s'approcha. Jeanne était une femme mince et silencieuse, dont les yeux étaient habitués à observer les secrets des riches. « Madame Marie, je vais le faire, » dit-elle à voix basse. « Ne t'inquiète pas, Jeanne, je t'aide. La patronne pourrait se fâcher. » Marie sourit avec amertume. « Elle trouvera une raison de se fâcher même si je n'aide pas. » Lazare, le vieux chauffeur de la famille, entendit également cela. Il secoua la tête en emportant un plateau rempli de verres. « Vous êtes une bonne personne, madame. J'espère seulement que les gens n'en profiteront pas. » Marie le regarda. Les mots de Lazare étaient presque les mêmes que ceux que Charles lui avait dit dans son enfance. C'est alors qu'elle sentit pour la première fois que quelque chose n'allait peu, être pas. Que la simple tolérance n'était peu, être pas la même chose que l'amour. Pendant ce temps, David changeait lentement. S'il rentrait avant avec des fleurs, il arrivait maintenant souvent tard et sentait le vin ou le cognac. S'il la défendait avant contre sa mère, il disait maintenant seulement « Laisse-la tranquille, Marie, elle est vieille. C'est toi qui dois être plus compréhensive. » Et comme Marie aimait David, elle fut compréhensive, encore et encore, jusqu'à ce que la compréhension se transforme en une résignation silencieuse, jusqu'à ce que le silence devienne une prison. C'est alors qu'apparut Cécile Lambert. Marie vit Cécile pour la première fois dans les bureaux de l'entreprise Montfort. Elle était grande, d'une apparence impeccable, et chacun de ses pas irradiait la confiance.
Elle était organisatrice d'événements et designée, soi-disant engagée pour l'inauguration du nouvel hôtel de charme de la famille. Marie remarqua immédiatement que Cécile regardait David d'une autre manière, non pas comme une simple partenaire commerciale, mais comme une femme qui partage un secret avec un homme. « Ah, alors c'est vous, Marie, » dit Cécile lorsque David les présenta. « J'ai tant entendu parler de vous. »« Vraiment » demanda Marie poliment. Cécile sourit. « Oui, surtout par Madame Béatrice. » Son ton n'était pas malveillant, mais derrière son sourire se cachait une lame aiguisée. Marie sentit que la femme insinuait quelque chose, mais elle n'avait aucune preuve. Elle n'avait pas le courage de demander. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Cécile devint de plus en plus fréquente. Elle était au bureau, elle était au domaine. Parfois, ils déjeunaient même ensemble. Quand Marie posait des questions, David avait toujours une réponse. « Ce sont les affaires, Marie. Juste une réunion avec une cliente. Pourquoi es-tu toujours méfiante ?» Jusqu'à un après-midi, où, cherchant l'ordonnance des médicaments de Madame Béatrice dans le bureau privé de David, Marie vit un dossier sur le bord du bureau. Elle ne voulait pas l'ouvrir, mais sur la couverture était écrit « Proposition de mariage ». Lorsque quelques feuilles en tombèrent, elle vit le brouillon d'un faire-part de mariage. « David de Montfort et Cécile Lambert ont l'honneur de vous convier. » Tout le corps de Marie se glaça. C'était comme si l'air de la pièce lui avait été soudainement retiré. Elle fixa le papier pendant de longues secondes, espérant avoir mal lu, mais les noms étaient clairs, la date était claire, et le design doré et blanc du faire-part était également sans équivoque. Quand David entra, Marie tenait toujours le papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix tremblante. David s'arrêta, mais sur son visage ce ne fut pas la peur qui apparut en premier, mais l'agacement. « Pourquoi fouilles-tu dans mes affaires ?»« David, c'est ton nom. Le nom de Cécile. C'est un mariage. » David lui arracha le papier des mains. « C'est juste une proposition. Une partie de la présentation du concept. » « Présentation du concept ? Pour votre mariage ?» David soupira et se frotta le front. « Marie, je suis si fatiguée de ta jalousie. » « Jalousie ?» Les yeux de Marie s'emplirent de larmes. « Je suis ta femme. J'ai le droit de demander. »« Ma femme ?» dit David froidement. « Si tu es ma femme, pourquoi ai-je l'impression que tu essaies constamment de m'enfermer dans ton petit monde étriqué ? Tu ne connais rien aux affaires. Tu ne connais rien à notre vie. » Marie sentit comme si on l'avait poignardée en plein cœur. « Notre vie, David, pas votre vie. » Avant que David puisse répondre, la porte s'ouvrit et Madame Béatrice entra. Elle regarda le papier dans la main de son fils, puis Marie. « Qu'est-ce que c'est encore que ce drame ?» demanda Madame Béatrice. « C'est un mariage, le mariage de David et Cécile. » Madame Béatrice rit doucement. « Et tu le crois immédiatement ? C'est pour ça que je ne veux pas t'impliquer dans nos affaires. Tu penses de manière trop superficielle. Je ne suis pas superficielle. Ce que vous faites me fait mal. » Madame Béatrice s'approcha lentement, comme un serpent sur le point de frapper. « Ce sera vraiment douloureux si tu continues à essayer de forcer sur ta tête une couronne qui ne t'appartient pas. » Marie regarda David. Elle espérait qu'au moins maintenant, il la défendrait. Mais son mari évita son regard. « David, » murmura-t-elle. Un silence de mort fut la réponse. Et dans ce silence, Marie sentit pour la première fois qu'elle était peu, être complètement seule depuis longtemps dans ce mariage pour lequel elle s'était battue jusqu'à présent. À ce moment-là, elle ne connaissait pas encore le plan complet. Elle ne savait pas encore qu'une humiliation bien plus grande l'attendait. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était assise seule au bord du lit, se retenant d'appeler Charles parce qu'elle ne voulait pas que son frère s'inquiète, une question qu'elle avait si longtemps évitée commença à se former dans son cœur. « Jusqu'à quand vais-je me battre pour un homme qui n'est pas prêt à se battre pour moi ?» Avant de poursuivre notre histoire, veuillez écrire dans un commentaire d'où et à quelle heure vous lisez cette partie. Parfois, avec des histoires comme celle-ci, nous ne sommes pas de simples spectateurs. Parfois, nous nous reconnaissons dans l'un des personnages. Dans la personne qui se tait pendant qu'on la blesse, dans celle qui ne fait qu'endurer parce qu'elle a de l'espoir, ou dans celle qui essaie de toutes ses forces de retenir ses larmes parce qu'elle ne veut pas paraître faible devant ceux qui la méprisent. Cette nuit-là, après que Marie eut vu le brouillon du faire-part de mariage de David et Cécile, elle ne put dormir. Elle resta assise au bord du lit, fixant la porte fermée de la chambre. De l'autre côté du mur, elle entendait les pas silencieux de David dans le couloir, la porte de son bureau s'ouvrir et se fermer, et le silence froid du domaine qui semblait délibérément la noyer dans ses doutes. Encore et encore, sa dernière question résonnait dans sa tête. « Jusqu'à quand vais-je me battre pour un homme qui n'est pas prêt à se battre pour moi ?» Elle voulut appeler Charles, prit son téléphone plusieurs fois, toucha le nom de son frère dans la liste de contacts,
Mais chaque fois qu'elle voyait la photo de Charles souriant dans son costume à la mairie, sa main devenait lourde. « Je ne vais pas encore l'ennuyer avec ça », se murmura Marie. « Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a une explication. » Mais au fond de ses mots, elle savait parfaitement que ce qu'elle avait eu entre les mains était plus qu'un simple soupçon. C'était du papier, c'était un nom, c'était une date, un mariage qui se préparait dans sa propre maison, tandis qu'elle, l'épouse légitime, était comme un objet qui gênait. Le lendemain matin, Marie descendit dans la salle à manger les yeux gonflés. Madame Béatrice était déjà là, vêtue d'un tailleur vert émeraude, tenant une tasse de café. À l'autre bout de la table, David lisait en silence la section économique du journal, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. « Bonjour », salua Marie à voix basse. David ne répondit pas. Madame Béatrice fut la première à parler. « Si tu oses venir à table avec cette tête, tu ferais mieux de manger à la cuisine. Un visage comme si tu venais d'un enterrement n'a pas sa place à la table du petit déjeuner. » Jeanne, la cuisinière, s'arrêta en servant le pain. Elle regarda Marie. Ses yeux étaient remplis de compassion, mais elle baissa rapidement le regard car Madame Béatrice était là. « Je vais bien », répondit Marie en essayant de rester calme. « Bien », répéta Madame Béatrice froidement. « Une femme qui va bien sait quelle est sa place. Elle ne fouille pas dans des documents qui ne la concernent pas. Elle n'invente pas de scandale juste pour attirer l'attention de son mari. » Marie regarda David. « Vraiment ? Tu ne vas rien dire ?» David baissa lentement le journal. « Marie, s'il te plaît, il est à peine le matin. Il est à peine le matin, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de gâcher toute ma vie. » David fronça les sourcils. « Ne recommence pas. »« Je ne recommence rien, David. Je demande juste. » Madame Béatrice se leva. « Et tu n'as pas le droit de demander si de toute façon tu ne serais pas capable de comprendre la réponse. » Sur ce, ils la laissèrent seule à table. Marie resta là, fixant la tasse qu'elle n'avait même pas touchée. Jeanne s'approcha d'elle et posa délicatement à côté d'elle une petite assiette avec un croissant frais. « Madame, » murmura-t-elle. « Mangez un peu. » Marie regarda Jeanne. « Tu sais quelque chose, Jeanne ?» Jeanne ne répondit pas tout de suite, regarda autour d'elle, puis murmura presque sans bruit. « J'entends des choses, mais j'ai très peur. Qu'est-ce que tu entends ?» Avant que Jeanne puisse répondre, entra soudainement Benoît, le nouvel agent de sécurité que Madame Béatrice avait engagé pour le domaine. Il était de carrure robuste, toujours vêtu de noir, et son regard n'était pas celui d'un employé, mais celui d'un geôlier. « La patronne vous demande sur la terrasse, » dit Benoît à Jeanne. Jeanne pâlit. « Oui, monsieur. » Elle partit sans pouvoir finir ce qu'elle voulait dire. Marie se sentit encore plus désespérée. Dans les jours qui suivirent, ce qu'elle craignait tant devint de plus en plus évident. Au domaine arrivaient fréquemment des organisateurs d'événements, des fleuristes, des créateurs de robes, des traiteurs, des techniciens son et lumière. Quand Marie posait des questions, Madame Béatrice disait que c'était pour le gala annuel de l'entreprise. Mais pourquoi Cécile essayait-elle une robe blanche? Pourquoi y avait-il des échantillons de pièces montées dans le salon? Pourquoi y avait-il un plan de table avec les noms des familles de Montfort et Lambert aux deux extrémités de la salle? Un après-midi, Marie trouva Cécile et Madame Béatrice dans le kiosque du jardin. Elle tenait un dossier avec le plan de salle. Quand elles virent Marie, Cécile ferma rapidement le dossier et sourit doucement. « Marie, » salua la femme, « vous ne vous lassez pas de vous promener dans cette grande maison? Vous allez vous perdre. »« C'est aussi ma maison, » répondit Marie, bien que sa voix tremblât. Madame Béatrice haussa légèrement un sourcil. « C'est la maison des Montfort. Tu n'es ici que temporairement, par la compassion de mon fils. » Cécile sourit, mais ne dit rien. Cela fit encore plus mal à Marie. Le sourire, comme si elle savait quelque chose qu'il n'était pas encore temps de dire. À partir de ce moment, ils commencèrent à lui faire sentir qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa propre vie. Un matin, elle ne trouva pas son téléphone. Elle le chercha sur la table de chevet, dans le tiroir, sous l'oreiller, mais il n'était nulle part. Quand elle descendit, elle le vit entre les mains de Madame Béatrice. « Pourquoi avez-vous mon téléphone ?» demanda Marie. « Parce que tu as besoin de te reposer des choses qui ne font que perturber ton esprit, » répondit la vieille femme. « Vous ne pouvez pas prendre mes affaires. »« Bien sûr que je le peux si tu les utilises pour faire des scènes. » David entra également, visiblement irrité. « Marie, c'est juste temporaire pour que tu n'ailles pas appeler tout le monde pendant que tu es instable. » Marie recula. « Instable ?» Madame Béatrice intervint. « N'est-ce pas la vérité? Tu passes tes journées à pleurer, à soupçonner, à interroger le personnel, à errer dans la maison comme si tu cherchais des fantômes. Si quelqu'un te voyait,
que penserait-il? Il penserait que vous cachez quelque chose, répliqua Marie. Les yeux de madame Béatrice s'assombrirent soudainement. Fais attention aux mots qui sortent de ta bouche. Ce même jour, Marie entendit 2 cousins de David dire que parmi les parents, la rumeur courait déjà. Marie souffre de délire. Quelqu'un dit qu'elle ne pouvait pas surmonter son passé modeste, d'autres qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent de David. Et une rumeur encore plus cruelle commença à circuler. Être devrait-il l'emmener chez un psychiatre. Mais malgré tout, il y en avait qui n'étaient pas aveugles. Le docteur Olivier Perrin, le médecin de la famille de Montfort, arriva pour vérifier la tension artérielle de madame Béatrice. En passant à côté de Marie dans le couloir, il remarqua sa pâleur. « Marie, ma petite, tout va bien ?» demanda le médecin. « Oui, » répondit-elle rapidement. Le docteur Perrin ne la crut pas. Un visage qui va bien ne devrait pas avoir cet air. Marie regarda ses mains. « Je suis juste fatiguée. » Le médecin se pencha et lui dit à voix basse. « S'il y a quelque chose que vous voulez me dire, il y a des choses qu'on ne doit pas supporter seul. » Avant que Marie puisse répondre, Benoît apparut au bout du couloir. Il se tenait juste là, mais sa seule présence suffit pour que Marie garde le silence. « Merci, docteur. » Ce fut tout ce qu'elle put dire. Le dimanche, le père Antoine vint au domaine pour une bénédiction privée de la nouvelle aile du bâtiment. Le père Antoine avait servi à Valmont depuis longtemps et connaissait aussi la famille Dubois. En marchant dans la cour, le prêtre remarqua la tristesse de Marie. « Mon enfant, » dit le père Antoine. « Le mariage est parfois une épreuve, mais il ne doit jamais servir à enfermer quelqu'un dans une prison. » Marie fixa son regard sur lui. Elle semblait comprendre que le prêtre savait quelque chose. « Mon père, » murmura-t-elle. « Est-ce un péché de douter si votre cœur vous dit que quelque chose ne va pas? Ce n'est pas un péché de chercher la vérité. Le péché, c'est de couvrir le mensonge et d'appeler cela la paix. » Marie ne savait pas que David avait entendu la dernière partie de leur conversation. Ce soir-là, l'homme la confronta dans la chambre. « Pourquoi parles-tu au prêtre de nous? Je n'ai pas dit de non, mais tu sais qu'il comprendrait aussi. Pourquoi? Que devrait-il comprendre? » David jura de colère. « Tu ne fais que tout compliquer. Ce n'est pas moi qui complique les choses, David. Ce sont vos mensonges. » L'homme s'approcha rapidement d'elle. Il ne la frappa pas, mais il lui serra le bras si fort qu'elle laissa échapper un gémissement. « Est-ce que je ruine les choses? Ou est-ce vous qui essayez de me faire disparaître? » David la lâcha, mais ne s'excusa pas. Il sortit simplement de la chambre et claqua la porte. Le lendemain, Isabelle, la jeune femme de chambre de 19 ans, vit le bleu sur le bras de Marie en l'aidant à changer les draps. « Madame Marie, » murmura Isabelle. « Ça vous fait très mal ?» Marie se couvrit le bras. « Je me suis juste cognée. » Isabelle secoua la tête. Elle avait les larmes aux yeux. Parfois, si nous restons trop silencieuses, ils croient que nous n'avons pas de voix. À partir de ce moment, Jeanne et Isabelle devinrent les alliées secrètes de Marie. Elle ne pouvait pas lutter ouvertement, mais elle lui murmurait de petits avertissements. Parfois, Jeanne laissait un mot sous le plateau repas. Parfois, Isabelle lui racontait qui était arrivé à la maison. C'est par elle que Marie apprit le nom de maître Gabor Lacroix, l'avocat véreux qui visitait fréquemment le bureau de madame Béatrice. Il portait un dossier avec un sceau judiciaire, murmura Isabelle un soir. Mais j'ai entendu la patronne dire que cela devait être réglé avant le mariage. Mariage. Marie pouvait à peine respirer. La semaine suivante, la surveillance devint encore plus stricte. On ne la laissait plus sortir seule de la maison. Si elle allait au jardin, Benoît était toujours à proximité. Si elle essayait d'utiliser le téléphone fixe, madame Béatrice apparaissait soudainement. On lui rendait rarement son téléphone portable, et si on le faisait, on la surveillait toujours. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas. Elle avait un autre petit téléphone, un vieux Nokia à touche que Charles lui avait donné juste après son mariage. Un téléphone d'urgence, avait plaisanté Charles à l'époque en le lui tendant. Je sais que c'est démodé, mais celui-ci résiste à tout. Si tu as besoin de moi et que tes beaux smartphones te lâchent, utilise celui-ci. Marie le cachait au fond d'un placard, sous une vieille boîte à photos. Elle ne l'avait pas utilisé depuis des années, mais quand elle s'en souvenait, elle changeait la petite batterie et la carte SIM. Au début, elle le conservait uniquement pour des raisons sentimentales. Maintenant, elle sentait que c'était son seul lien avec le monde extérieur. Une nuit, en descendant chercher de l'eau, elle entendit des voix dans le couloir près de l'escalier de service. C'était madame Béatrice qui parlait à Benoît. « Assurez-vous que la vieille cave à l'arrière soit propre, » dit la vieille femme. « Oui, madame. J'ai mis un nouveau cadenas. Elle ne pourra pas sortir ce jour-là, même si elle crie.
Personne ne l'entendra car tout le monde sera à l'événement. Marie se figea sur place. Elle restera à l'intérieur toute la journée? Demanda Benoît, jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée. Mettez-lui une tablette, qu'elle voie comment cette femme, celle qui mérite vraiment mon fils, devient une véritable épouse de Montfort. Marie faillit se couvrir la bouche pour ne pas crier. « Et si monsieur David demande ?» s'enquit Benoît. Madame Béatrice rit doucement. « David est mon fils. À la fin, il m'obéit toujours. » Quand Marie entendit cela, la dernière lueur d'espoir qui lui restait s'évanouit. Donc, non seulement il la trompait, non seulement il l'humiliait, mais il voulait l'enfermer. Il se préparait à la transformer en témoin oculaire du vol de sa propre vie. Lentement, elle remonta dans sa chambre, les mains tremblantes, ouvrit le placard, sortit la vieille boîte à photos, trouva le petit téléphone et le glissa dans la poche d'un vieux cardigan. Elle ne pleura pas encore. Au lieu de cela, elle se tint devant le miroir et se regarda. Elle avait maigri, elle était pâle. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais derrière la peur, une petite flamme commençait à se ranimer. « Je ne suis pas folle », murmura-t-elle. « Je ne suis pas un mensonge. » Le lendemain matin, elle décida de s'échapper avant le jour du mariage. Elle se leva tôt, mit des vêtements simples et cacha le téléphone d'urgence dans un petit sac. Elle prévoyait de sortir par l'entrée de service pendant que les gens étaient occupés par la livraison des fleurs. Elle savait que c'était dangereux, mais rester était encore plus dangereux. Jeanne la vit dans la cuisine. « Madame, vous partez ? » ?»« Je dois partir, Jeanne. » Jeanne la regarda les yeux pleins de larmes. « Prenez bien soin de vous. Toi aussi, prends soin d'Isabelle. Ne dites rien à personne. » Jeanne hocha la tête. Mais avant que Marie n'atteigne la porte de service, Benoît apparut de derrière une camionnette de livraison. « Où allez-vous, madame ?» demanda-t-il. Le cœur de Marie battait la chamade. « Je vais juste acheter quelque chose dehors. » Ordre de la patronne. « Vous avez interdiction de sortir. »« Vous n'avez pas le droit de me l'interdire. » Benoît s'approcha. « Ne compliquons pas les choses. » Marie se mit à courir. Mais l'homme la rattrapa avant qu'elle n'atteigne le portail. Il l'attrapa près de la grille en fer. Marie se débattit désespérément tandis que l'homme la ramenait de force. « Lâchez-moi » cria-t-elle. Isabelle entendit depuis la cuisine et faillit sortir en courant, mais Jeanne la retint. « Non. S'il nous attrape aussi, personne ne pourra l'aider. » Benoît ramena Marie à l'intérieur du domaine. Dans le couloir, Madame Béatrice se tenait là, parfaitement calme, comme si elle avait attendu cela depuis longtemps. « Tu nous fais honte. Tu veux vraiment t'échapper comme une voleuse ?»« Voleuse ?» répondit Marie en tremblant. « C'est vous qui me volez ma vie. » Madame Béatrice s'approcha et lui donna une gifle. Ce ne fut pas assez fort pour la faire tomber, mais suffisant pour qu'un silence soudain s'installe dans la pièce. « Ta vie est » dit la vieille femme avec insistance. « Elle s'est terminée il y a bien longtemps quand tu as essayé de t'introduire de force dans cette famille. Cette nuit-là, ils enfermèrent Marie dans sa propre chambre, lui prirent son sac, fouillèrent ses affaires et postèrent un garde devant la porte, mais ils ne trouvèrent pas le petit téléphone. Avant qu'il ne l'attrape au portail, elle avait réussi à le glisser sous un vieux panneau de bois du placard, dans le coin le plus profond, où personne ne le remarquerait dans la précipitation. Elle s'effondra sur le sol. Elle touchait encore sa joue qui brûlait de la gifle. Elle savait que le jour où il prévoyait de la détruire complètement approchait. Elle savait qu'elle n'était pas encore en sécurité. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne ressentait plus seulement de la peur. Elle attendait le bon moment. Avant de continuer l'histoire, veuillez écrire dans un commentaire d'où et à quelle heure vous lisez ceci, car c'est dans cette partie que commence à se briser le silence de la femme qui a été opprimée pendant si longtemps. Parfois, la personne que l'on croit faible ne l'est pas en réalité. Elle attend juste le bon moment pour parler. Et quand ce moment arrive, peu importe la richesse de ses oppresseurs, ils ne pourront plus forcer la vérité qui a éclaté au grand jour à retourner dans l'obscurité. Le lendemain de la capture de Marie à la porte de service, la surveillance devint encore plus stricte. On ne la laissait pas descendre seule à la cuisine. Elle ne pouvait pas s'approcher du téléphone fixe ni parler aux invités. Même Jeanne et Isabelle furent affectées à une autre partie du domaine lorsqu'on apportait de la nourriture à Marie pour qu'elle ne puisse pas communiquer. Benoît était constamment de garde devant la porte de sa chambre. Parfois, elle l'entendait tousser, parfois elle l'entendait parler au téléphone avec quelqu'un. « Juste jusqu'à la fin du mariage », dit Benoît une fois à voix basse. Après, c'est l'affaire de la patronne. Marie était assise au bord du lit quand elle entendit cela. Elle ne pleurait plus. Elle avait versé tant de larmes ces derniers jours que sa poitrine lui semblait presque sèche. Il ne restait qu'un morceau durci de terreur, de colère et d'espoir
auquel elle se raccrochait encore désespérément. Dans le placard, sous le panneau de bois, se trouvait toujours le petit téléphone d'urgence que Charles lui avait donné. Elle ne l'avait pas encore sorti. Elle savait que si elle se précipitait trop, il pourrait le découvrir. Elle devait choisir un moment où le chaos serait total, où les gens seraient occupés par le mariage, où ils croiraient qu'elle avait déjà complètement abandonné. Le jour du mariage arriva, comme une tempête qui s'approchait depuis longtemps mais qu'on ne pouvait arrêter. Le domaine était rempli de bruit dès le petit matin. Des camionnettes de livraison de fleurs arrivaient, des maquilleurs arrivaient. Les employés allaient et venaient avec des caisses d'alcool, des rideaux et des ornements dorés. Dehors, dans la cour, depuis la fenêtre de Marie, on voyait clairement plusieurs voitures partir vers le lieu de l'événement, la salle de bal d'un ancien manoir qui était également la propriété de la famille de Montfort. Elle entendit la voix de Madame Béatrice dans le couloir, affairée et sévère. « Assurez-vous qu'il n'y ait aucun contretemps. Je ne veux aucun scandale aujourd'hui. Ce jour est consacré à restaurer la dignité de notre famille. » Marie ferma les yeux en entendant cela. Dignité. C'est donc ainsi qu'ils appelaient le fait de la piétiner. Vers 10 heures du matin, David entra dans la chambre. Il portait un costume de cérémonie. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et on voyait qu'il avait passé des heures à se préparer. À première vue, c'était toujours le même homme dont Marie était tombée amoureuse, l'homme qui lui avait souri lors de cet événement caritatif, l'homme qui lui avait promis de ne jamais lâcher sa main. Mais maintenant, ses yeux étaient fatigués, froids, et évitaient le regard de Marie. « Marie, » dit David. Elle se leva lentement. « Tu t'en vas » David ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de la pièce comme s'il avait du mal à l'affronter. « Tu n'es pas obligé de faire ça. C'est ton choix. » David serra la mâchoire. « Tu ne comprends pas ? La pression que j'ai sur les épaules est énorme. »« La pression ?» demanda Marie avec amertume. « Tu es capable de me remplacer parce que tu es sous pression ? Ce n'est pas si simple. » « Bien sûr que c'est simple, David. Je suis ta femme. Je suis vivante. Je n'ai pas disparu. Je ne suis pas morte. Et pourtant, tu vas te marier avec une autre femme. » David la regarda, et pendant un instant, il sembla que la conscience s'agitait sur son visage. Mais elle disparut dès que la porte s'ouvrit et que Madame Béatrice entra. « David, assez de sensiblerie. Tu vas être en retard. » Marie ne quitta pas son mari des yeux. « Regarde-moi au moins une fois maintenant. Dis-moi la vérité. M'aimes-tu encore ?» David déglutit, ne répondit pas, et ce fut suffisant. Marie sourit, mais son sourire était rempli de douleur. « Merci. Ton silence a été une réponse plus claire que tes mensonges. » Madame Béatrice s'approcha rapidement. « Benoît !» Benoît entra avec un épais tissu noir et une corde à la main. Marie commença à reculer. « Qu'allez-vous faire ? Nous allons juste te déplacer dans un endroit où tu ne pourras pas faire de scandale, dit Béatrice. « David !» cria Marie. Elle regarda son mari avec l'espoir qu'au dernier moment, il les arrêterait. Mais David se contenta de rester là. Il entendit sa supplique, mais ne fit rien. Benoît attrapa le bras de Marie. Elle se débattit. Elle s'agrippa au bord de la table, mais l'homme était plus fort. Il ne la blessa pas trop, mais la maintint avec juste assez de force pour qu'elle ne puisse pas se libérer. Ils lui couvrirent le visage avec le tissu, non pas pour qu'elle ne puisse pas respirer, mais pour qu'elle ne voie pas qui il pourrait croiser dans le couloir. Ils la descendirent par l'escalier de service arrière, vers l'arrière du domaine, où les invités allaient rarement. Dehors, elle sentit l'odeur de la poussière, du vieux bois et de la terre humide. Quand on lui retira le tissu du visage, elle vit la vieille cave à l'arrière de la propriété familiale. Ce bâtiment qui n'était plus utilisé depuis longtemps, rempli de meubles cassés, de vieux rideaux et de cartons restants de l'ancien réseau d'hôtels des Montfort. Benoît ouvrit la porte. À l'intérieur, il faisait sombre. Il n'y avait qu'une petite fenêtre en hauteur, presque entièrement couverte par une grille rouillée. Il la poussa à l'intérieur. Marie tomba par terre. Elle s'écorcha la paume de la main sur le sol rugueux en bois. Puis Madame Béatrice entra avec une tablette et un support à la main. « Je veux que tu vois, » dit-elle en posant la tablette sur une vieille caisse. « Je veux que tu comprennes quelle est ta vraie place. » L'écran s'alluma. C'était une retransmission en direct du lieu du mariage. On voyait clairement l'immense salle de bal, les fleurs blanches, la longue allée et les noms de David et Cécile sur un fond doré. Marie allaita pour reprendre son souffle. « Pourquoi faites-vous ça ?» Madame Béatrice se pencha. « Parce qu'il y a des femmes qui ne savent tout simplement pas quand partir, même quand plus personne n'a besoin d'elles. Je ne suis pas un objet qu'on peut jeter. »« Mais tu en es un »
répondit froidement la vieille femme. Un objet qui a fini au mauvais endroit, dans la mauvaise maison. Après cela, Madame Béatrice sortit. Benoît fut le dernier à rester. Avant de fermer la porte, il regarda Marie comme s'il éprouvait un instant de pitié pour elle, mais la compassion fut étouffée par la peur de sa patronne. « Je suis désolé, madame, » murmura-t-il. « Si vous êtes vraiment désolée, laissez la porte ouverte, » répondit Marie. Benoît ne répondit pas, ferma la porte. Ensuite, Marie entendit le son lourd du cadenas qui se fermait. Le silence se fit. Sur l'écran, les invités commençaient à arriver. Quelqu'un riait, quelqu'un prenait des photos. Les femmes portaient des robes chères. Cécile était là, entourée de maquilleurs. Elle souriait comme si elle était la reine du jour. David se tenait près de l'autel. Il était pâle, mais il était toujours là. Et Madame Béatrice recevait les félicitations des invités comme si elle ne venait pas d'enfermer une femme. Quelques minutes passèrent. Marie était assise par terre, se serrant dans ses bras. Sa première impulsion fut de crier de toutes ses forces, de frapper la porte jusqu'à ce que ses pieds saignent. Mais elle se souvint du téléphone, le petit téléphone. Avec difficulté, elle se leva. Ses mains étaient pleines de poussière, ses genoux tremblaient, mais elle se dirigea vers le coin où se trouvait un vieux placard et des caisses. Quand Benoît l'avait sorti, elle avait réussi à glisser le petit téléphone dans le bas de son cardigan, mais quand il l'avait poussé par terre, il aurait pu tomber. Elle savait qu'il devait être quelque part dans la cave. « Où es-tu » murmura-t-elle en tâtant le sol. Depuis la tablette, elle entendit la voix du maître de cérémonie. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union de deux grandes familles. » Marie se mordit la lèvre, ne laissa pas la voix la paralyser. Elle se glissa sous une vieille table, écarta quelques chiffons et sentit enfin le petit objet au bord d'une caisse cassée. Le téléphone. Elle faillit pleurer en le voyant. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Quelques secondes passèrent avant que le petit écran ne s'allume. Il y avait une barre de réseau. Parfois elle disparaissait, parfois elle revenait. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît. » Marie porta le téléphone près de la petite fenêtre. Elle monta sur une caisse pour que sa main atteigne plus haut. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de Charles, le numéro qu'elle connaissait par cœur, bien qu'elle ne l'ait pas appelé ainsi depuis des années. Le premier appel n'aboutit pas. Le deuxième fut coupé. Le troisième sonna. De l'autre côté de la ligne, on entendait le bruit de beaucoup de gens, puis la voix de Charles. « Allô ? Qui est à l'appareil » Marie ne put parler tout de suite. C'était comme si toutes les larmes s'étaient coincées dans sa gorge. « Allô » répéta Charles. « Qui est-ce » Le bruit de fond de l'autre côté de la ligne se tut. « Charles, c'est Marie. » Un sanglot étouffé jaillit. « Marie, où es-tu ? Pourquoi m'appelles-tu de ce numéro ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ils m'ont enfermée, » dit-elle presque en chuchotant, de peur que quelqu'un dehors ne l'entende. De l'autre côté, le bruit cessa complètement. Elle entendit la voix de son frère devenir soudainement sérieuse. « Marie, écoute-moi. Respire. Ne raccroche pas le téléphone. Charles, j'ai si peur. Je sais, mais je suis là. Tu n'es plus seule. » De l'autre côté de la ligne, Marie entendit Charles parler à quelqu'un. « Capitaine Dubois. Affaire urgente. Séquestration. J'ai besoin d'une opération de sauvetage immédiate. Esther. Enregistrez cet appel. Myriam. Appelez le service juridique. J'ai besoin de documents. » Marie s'appuya en tremblant contre le mur sous la fenêtre. « Charles, tu es le maire. Peut-être qu'ils diront que tu abuses de ton pouvoir parce que je suis ta sœur. C'est précisément pour ça que nous le ferons de manière officielle et légale. Je ne te sauverai pas seulement en tant que mère, mais en tant que frère qui a des preuves et en tant que citoyen qui a le droit de ne pas être enfermé impunément. Marie, » ajouta Charles, « peux-tu filmer ton environnement ? C'est un vieux téléphone, Charles, il n'a pas une bonne caméra. Ce n'est pas grave, décris-le-moi. Dans quelle partie du domaine es-tu ? Combien de cadenas y a-t-il ? Il y a une cave à l'arrière, près de la vieille serre. Il y a un grand cadenas dehors. En haut, une petite fenêtre. Il y a une tablette ici. Ils retransmettent le mariage en direct. Bien, ne touche pas à la tablette. C'est une preuve. Entends-tu quelque chose dehors ? Non, mais Benoît pourrait revenir. Si tu entendais pas, cache le téléphone, mais ne raccroche pas si possible. Nous arrivons. Sur le lieu de l'événement, Cécile commença à remonter l'allée. Marie voyait clairement son visage sur l'écran, plein de triomphe. David se tenait devant l'autel, pâle, mais à sa place. De l'autre côté de la ligne, Charles donnait des ordres.
Marie entendit la voix ferme et professionnelle du capitaine Sylvain Dubois. « Monsieur le maire, nous avons besoin de la confirmation de la municipalité et d'un rapport immédiat. »« D'accord, » répondit Charles. « Appelez Norbert, le chef de la police municipale. Dites-lui qu'il y a une suspicion d'enlèvement. Nous avons un appel en direct avec la victime. Coordonnez-vous avec la gendarmerie la plus proche du lieu de l'événement et aussi du domaine. » Elle entendit aussi la voix d'Esther, la journaliste locale qui était avec Charles pour l'opération de sauvetage. « Monsieur le maire, l'enregistrement a commencé, mais nous devons clarifier. Madame Marie autorise-t-elle l'utilisation de l'enregistrement si nécessaire ?»« Marie, » dit Charles. « Tu as entendu ?» Marie prit une profonde inspiration. « Oui, j'autorise. Je ne veux plus me taire. » Ce fut la première fois qu'elle le dit si clairement. « Je ne veux plus me taire. » Sur le lieu du mariage, le maître de cérémonie commença à parler. Ce n'était pas le père Antoine. Il avait refusé quand il s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas avec ce mariage. Ils avaient engagé un officier d'état civil privé qui avait visiblement été payé et ne se souciait de rien. « Avant de continuer, dit-il à l'écran, « si quelqu'un a une objection… » Marie rit avec amertume. « Moi, murmura-t-elle. Je suis l'objection. » Charles l'entendit à travers le téléphone. « Ils vont entendre, » dit son frère. « Pas dans tes larmes, mais dans la loi. » Les minutes passaient comme des heures. Marie sursautait à chaque bruit à l'extérieur de la cave. Chaque rire venant de la tablette ouvrait une nouvelle blessure dans sa poitrine, mais ce n'était plus comme avant. Elle n'était plus seule dans l'obscurité. De l'autre côté de la ligne se trouvaient son frère, la police, l'aide juridique, la journaliste et la justice qui se rapprochaient de plus en plus. Bientôt, elle entendit des pas lourds s'approcher de la cave. « Charles, » murmura-t-elle. « Quelqu'un vient. » « Cache le téléphone. Ne parle pas si c'est dangereux. » Elle glissa rapidement le téléphone entre deux planches, mais laissa l'appel actif. Elle s'assit par terre comme si elle ne faisait que trembler en regardant la tablette. Ils retirèrent le cadenas et la porte s'entr'ouvrit. Benoît entra. Il portait une bouteille d'eau minérale et un morceau de pain. « La patronne envoie ça, » dit-il. Marie le regarda. « Elle m'envoie du pain pendant qu'elle me vole ma vie. » Benoît ne put la regarder directement dans les yeux. « Benoît, » dit Marie à voix basse. « Avez-vous une famille ?» L'homme s'arrêta. « Vous n'avez pas le droit de demander. Avez-vous des sœurs? Une mère ?» Le visage de Benoît se tendit. « Restez juste silencieuse, madame. Si on leur faisait ça, leur diriez-vous aussi que c'est juste le travail ?» Benoît s'arrêta un instant. Mais au lieu de répondre, il laissa l'eau et le pain, sortit et remit le cadenas à la porte. Marie sortit immédiatement le téléphone. « Charles, vous avez entendu ?»« Oui, » répondit Charles. Sa voix était beaucoup plus basse. « Maintenant, l'équipe de secours est sur le point d'arriver au domaine. Je vais au lieu de l'événement avec le capitaine Dubois et Esther. »« Au lieu de l'événement ?» demanda-t-elle surprise. « Tu ne viens pas ici ? Une équipe est déjà en route, mais nous devons aussi arrêter le mariage et arrêter les responsables pendant qu'ils sont encore là. Marie, ça se termine ce soir même. » Sur l'écran, la réception commença. Il n'avait pas pu terminer complètement la cérémonie, car l'officier d'état civil avait reçu un appel urgent concernant une inspection, mais ils organisèrent la réception pour ne pas perdre la face devant les invités. On voyait que Madame Béatrice était nerveuse, mais elle le cachait derrière un sourire. À la tombée de la nuit, le lieu devint de plus en plus brillant sur l'écran. Des lustres en cristal, un orchestre en direct, des invités trinquant au champagne. Cécile était assise à côté de David, souriant de manière forcée, bien qu'on sentît la tension en elle. Et Madame Béatrice était au centre de la scène, un micro à la main. « Ce soir, dit-elle, nous ne célébrons pas seulement l'union de deux cœurs, mais la restauration de l'honneur de la famille de Montfort. » Soudain, l'énorme porte du salon s'ouvrit en grand. Le premier à entrer fut le capitaine Sylvain Dubois, accompagné de plusieurs gendarmes. Derrière lui, Charles, le maire. Il ne souriait pas, ne criait pas, mais sa seule posture suffit à faire taire toute la salle. Derrière lui, Esther avec une caméra et Myriam Almaraz avec un dossier de documents. La musique s'arrêta. Un verre se brisa. David se leva, pâle comme un mort. Cécile s'agrippa au bord de la table. Madame Béatrice, pour la première fois, ne put parler tout de suite. « Monsieur le maire, » dit-elle d'une voix forcée, « que signifie ce vacarme ?» Charles n'éleva pas la voix. Sa voix était simplement claire et ferme. « Ce n'est pas un vacarme, Madame de Montfort. Nous avons reçu un signalement pour séquestration, falsification de documents et tentative de bigamie.
Nous avons un témoignage en direct de la victime. Une équipe de secours est en ce moment même en route vers la vieille cave de votre domaine. Dans le salon, les murmures éclatèrent comme un incendie. « Victime » demanda un invité. « Qui est-ce » Charles regarda David. « L'épouse légitime de David de Montfort. Ma sœur, Marie Dubois de Montfort. » Sur la tablette dans la cave, Marie observait les visages tandis que le mensonge qu'ils avaient si soigneusement construit s'effondrait soudainement. Elle tremblait encore. Elle avait encore peur, mais pour la première fois depuis longtemps, ce qui était plus fort dans son cœur n'était plus la peur, mais l'espoir. Dehors, de la cave, elle entendit des sirènes, des voix, des pas pressés. « Madame Marie !» cria un gendarme de l'extérieur. « C'est la gendarmerie. » Elle se leva en pleurant. « Je suis là !» cria-t-elle de toute la force qu'on lui avait enlevée pendant si longtemps. « Je suis là !» Et tandis que les gendarmes coupaient le cadenas de la cave, à l'autre bout du village, Charles commençait à briser le plus grand cadenas de la vie de Marie, la peur avec laquelle on lui avait fait croire qu'elle n'avait pas la force de se battre. Avant de continuer notre histoire, veuillez écrire dans un commentaire d'où et à quelle heure vous lisez ceci, car cette partie ne traitera plus de l'enfermement dans la cave. Ce moment est terminé. L'histoire n'y reviendra plus. Nous suivrons maintenant la lutte bien plus difficile qui porte sur la manière de se relever après l'humiliation, sur la guérison après la peur, et sur la façon d'affronter ceux qui ont cru que l'argent suffisait à effacer leurs crimes. Lorsque les gendarmes brisèrent le cadenas de la cave, la première chose qui aveugla Marie fut la lumière d'une torche. Elle ferma les yeux. Dans sa main, elle tenait toujours le petit téléphone comme si c'était le dernier fil de sa vie. 2 femmes gendarmes entrèrent les premières. La maréchale des logis-chefs Rebecca et la gendarme Lucie. Toutes 2 se déplaçaient avec précaution, comme si elles savaient qu'elles ne s'approchaient pas seulement d'une femme enfermée, mais d'une personne dont l'âme avait été presque entièrement brisée. « Madame Marie » demanda Lucie à voix basse. Marie hocha la tête, mais ne put répondre tout de suite. « Vous êtes en sécurité. Vous n'avez plus à revenir ici, » dit Rebecca en écartant une vieille caisse du chemin. Avec cette simple phrase, les forces de Marie l'abandonnèrent complètement. Elle faillit tomber par terre si la gendarme Lucie ne l'avait pas soutenue. Elle n'éclata pas en sanglots bruyants, comme d'autres s'y seraient attendues. Seules des respirations lourdes et interrompues sortirent d'elle, comme si elle avait été sous l'eau pendant des heures et qu'elle ne faisait que remonter à la surface. Devant la cave attendait Norbert, le conseiller municipal local, accompagné de quelques gardes municipaux et policiers. Une ambulance était également garée à côté de la vieille serre. Quand Marie sortit, elle vit au loin Jeanne et Isabelle debout près du chemin. « Madame Marie !» cria Jeanne, la voix presque brisée. Marie les regarda et força un sourire. « Merci. » Ce fut tout ce qu'elle put dire, mais ce fut suffisant pour qu'elle comprenne. Marie n'avait pas oublié leur petite aide. Le docteur Olivier Perrine arriva aussi, visiblement pressé, portant encore le vieux manteau qu'il utilisait pour les appels d'urgence. Il s'approcha de Marie et lui prit le pouls, vérifia les bleus sur son bras et la blessure à sa paume. « Ne l'interrogez pas trop longtemps pour l'instant, » dit le docteur Perrin au gendarme. « Elle a besoin de repos, d'eau et d'un constat médical. Nous allons enregistrer chaque bleu et chaque blessure. » La gendarme Lucie hocha la tête. « Oui, docteur, nous nous en occuperons. » En montant dans l'ambulance, Marie vit au loin Benoît. Il était menotté, la tête baissée, gardé par 2 gendarmes. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Sur le visage de Benoît, il n'y avait plus la dureté d'avant, seulement la peur et le regret. « Madame » dit-il à voix basse, mais les gendarmes ne le laissèrent pas s'approcher. Marie ne répondit pas, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce que cette nuit-là, elle décida de ne pas gaspiller les premières heures de sa liberté sur l'homme qui avait aidé à l'enfermer. Pendant ce temps, sur le lieu du mariage, les invités étaient encore sous le choc. La luxueuse salle de bal, qui quelques heures plus tôt était remplie de musique et de rires, était maintenant pleine de chuchotements, de pleurs et du bruit des chaussures de la police sur le sol en marbre. Le maire Charles se tenait en face de Madame Béatrice. À ses côtés, le capitaine Dubois et Myriam Almaraz avec le rapport à la main. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ?» dit Madame Béatrice avec insistance, essayant de garder une voix ferme, bien qu'on vit que sa main tremblait. Charles ne broncha pas. « Je sais très bien à qui j'ai affaire. À une mère qui a préféré protéger le nom de sa famille plutôt que de respecter la vie d'une femme. »« Ce n'est qu'un coup politique !» cria Madame Béatrice. « Vous utilisez votre position parce que c'est votre sœur. Si c'est un coup politique, pourquoi y avait-il une femme enfermée dans votre cave ?» demanda froidement le capitaine Dubois. Pourquoi y avait-il une tablette retransmettant en direct?
Pourquoi y a-t-il de faux documents pour un mariage que vous ne pouviez légalement pas célébrer? Les invités regardèrent David. Il était pâle comme le mur, debout à côté de la table. Visiblement, il ne savait pas s'il devait aller vers sa mère ou s'enfuir par la porte. Cécile pleurait déjà, serrant le bord de sa robe, qui quelques heures plus tôt était le symbole de la victoire, mais qui était maintenant devenu un emblème de honte dont elle ne pouvait s'échapper. « David, » dit Charles, « savais-tu qu'ils avaient enfermé ta femme ?» David ne put répondre immédiatement. « Réponds, » ajouta Charles, non pas en tant qu'homme d'affaires, non pas en tant que fils de Madame Béatrice, mais en tant que l'homme qui a promis à l'hôtel qu'il prendrait soin de ma sœur. David baissa la tête. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Certains invités soupirèrent. Une des tantes de David porta la main à sa poitrine et Madame Béatrice regarda rapidement son fils. « Tais-toi » lui ordonna-t-elle. C'est alors que David, pour la première fois, leva les yeux vers sa mère. « Maman, c'est fini. Mais cela ne suffit pas à tout arranger. Cela ne suffit pas pour que Charles ou Marie lui pardonne, ni pour que quiconque, comprenant la gravité de leurs actes, passe l'éponge sur ce qui s'était passé. » Cette nuit-là, Marie ne dormit pas au domaine. Elle fut emmenée à l'hôpital régional de Valmont pour un examen et, après l'autorisation médicale, fut ramenée dans la vieille maison de la famille Dubois. Lorsque la porte s'ouvrit, sa mère, Véronique, l'accueillit. Elle était âgée, marchait lentement, mais quand elle vit sa fille, c'est comme si elle retrouvait la force d'une mère prête à se jeter dans le feu pour son enfant. « Ma chérie », murmura-t-elle. C'est alors que Marie s'effondra complètement. Elle serra sa mère dans ses bras comme une petite fille. Son corps tremblait tandis qu'elle répétait encore et encore « Maman, je suis désolée, je suis désolée. » Véronique lui caressa les cheveux. « Ce n'est pas ta faute, tu m'entends? Tu n'es pas coupable de ce qu'ils t'ont fait. » Dans un coin de la maison, Charles se tenait en silence. Il était arrivé du lieu de l'événement après s'être assuré que les suspects étaient en garde à vue. Son visage était fatigué. Mais quand il vit Marie dans les bras de sa mère, ses yeux s'adoucirent. Il s'approcha et s'agenouilla devant sa sœur. « Marie, je suis désolée de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. » Marie secoua la tête. « Je ne te l'ai pas dit, Charles, parce qu'ils m'ont intimidée, parce que j'avais honte, » avoua Marie. « Je pensais que si je me plaignais, cela signifiait que j'avais perdu. » Charles lui prit la main. « Se plaindre n'est pas une défaite, c'est parfois le premier pas pour revivre. » Dans les semaines qui suivirent, la convalescence de Marie ne fut pas facile. Il y avait des nuits où elle se réveillait en sursaut, sentant que la porte était toujours verrouillée. Il y avait des matins où elle ne voulait pas se lever parce qu'elle entendait encore dans sa tête la voix de Madame Béatrice. Si elle entendait le bruit d'un cadenas ou la fermeture d'un portail, sa main se mettait à trembler. Le docteur Perrin lui rendait visite régulièrement pour suivre son état. Il ne se souciait pas seulement de son corps, mais aussi de son âme. Le fait qu'on t'ait sauvé ne signifie pas que la peur disparaît immédiatement, expliqua le médecin pendant qu'il prenait le thé dans la cuisine. Le corps se souvient aussi du traumatisme. Seulement lentement, pas à pas. À la maison se trouvaient aussi Jeanne et Isabelle, qui avaient démissionné du domaine de Montfort. Véronique les avait engagées temporairement pour aider à la maison et pour les tenir à l'écart des menaces potentielles de la famille de Montfort. « Madame Marie, » dit Isabelle un après-midi en épluchant des carottes, « si vous n'aviez pas parlé, être que nous aussi aurions vécu dans la peur toute notre vie. » Marie regarda Isabelle. « Je ne suis pas encore courageuse, Isabelle. Mais ça a commencé, madame. » Cette simple réponse toucha profondément Marie. Pendant ce temps, la bataille juridique commença. Des plaintes furent déposées contre Madame Béatrice, David, Benoît et Maître Gabor Lacroix. Les chefs d'accusation comprenaient la séquestration, la falsification de documents publics, l'abus psychologique, l'entrave à la justice et la tentative de bigamie. Cécile Lambert fut également citée à comparaître, car il fut découvert qu'elle connaissait le plan, bien qu'elle insistât sur le fait qu'elle ne savait pas qu'ils allaient enfermer Marie. Lors de la première audience préliminaire, Marie n'était pas seule. À ses côtés se trouvaient Charles, Véronique, Jeanne, Isabelle, le docteur Perrin, le père Antoine et Lazare, qui eut enfin le courage de parler. Le vieux chauffeur livra l'un des témoignages les plus importants. « J'ai entendu Madame Béatrice une semaine avant le mariage, » dit-il devant le procureur. Elle a dit à Benoît que Madame Marie ne devait pas sortir le jour de l'événement. Au début, j'ai pensé qu'il l'enverrait juste quelque part. Je ne savais pas qu'il l'enfermerait dans la cave, mais c'était quand même une grave erreur de m'être tue. Il regarda Marie les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi, madame. » Marie prit une profonde inspiration. Il n'était pas facile de pardonner, surtout à ceux qui n'avaient fait que regarder pendant qu'on la blessait. Mais dans les yeux de Lazare,
elle vit un repentir sincère. « Merci d'avoir dit la vérité. » Ce fut tout ce qu'elle répondit. Le père Antoine témoigna également qu'il avait refusé de célébrer le mariage car il n'y avait pas de document clair indiquant que David était libre de se marier. « Je leur ai dit que la cérémonie ne pouvait pas avoir lieu s'il y avait un empêchement légal et moral, » expliqua le prêtre. Après cela, ils ne m'ont plus contacté. Le docteur Perrine présenta les rapports médicaux sur les symptômes de stress et les ecchymoses de Marie. Isabelle raconta ce qu'elle avait vu à la porte de service, et Jeanne remit quelques papiers qu'elle avait récupérés de la poubelle du bureau. Le brouillon du plan de table, les instructions concernant la cave et le reçu de la tablette utilisée pour la retransmission en direct. Malgré les preuves, Madame Béatrice n'abandonna pas. L'équipe de Montfort publia un communiqué de presse. Ils affirmèrent que l'affaire avait des motivations politiques. Ils présentèrent la situation comme si le maire Charles utilisait le nom de la famille Dubois pour ruiner des entreprises rivales. Certains blogueurs payés commencèrent également à diffuser l'histoire selon laquelle Marie était instable depuis longtemps et qu'elle ne faisait qu'un drame pour extorquer de l'argent à David et sa famille. Quand Marie lut cela, sa vieille peur revint. Elle était assise dans le salon avec le journal à la main. Sa bouche tremblait. « Maman, » dit-elle à Véronique. « Et si les gens les croient à eux ?» Sa mère s'assit à côté d'elle. « Ma chérie, tu ne peux pas contrôler les gens qui sont prêts à croire aux mensonges. Mais la vérité, même si on l'enterre, continue de respirer. » Esther arriva tôt cet après-midi-là. Elle apporta une copie de l'appel enregistré, sa transcription et quelques enregistrements du lieu. Elle ne publia pas tout le matériel au public sans permission, mais aida l'équipe juridique à reconstituer la chronologie des événements. « Marie, » dit Esther, « tu n'as pas à affronter la presse si tu ne te sens pas prête. Mais nous devons publier suffisamment de vérité pour que leurs mensonges ne devancent pas la réalité. » Marie resta silencieuse pendant un long moment. Avant, elle ne voulait pas que les gens voient sa douleur, mais maintenant elle comprenait que d'autres utilisaient son silence pour écrire leur propre version de sa vie. « Serais-je capable de parler sans me mettre à pleurer ?» demanda-t-elle à la journaliste. Esther sourit. « Même si tu pleures, cela ne signifie pas que tu es faible. Parfois, les larmes sincères sont celles qu'on croit le plus. » Quelques jours plus tard, Marie publia une courte déclaration vidéo. Elle ne maudit personne. Elle ne fit pas de drame exagéré. Elle s'assit simplement sur une chaise simple dans la maison de la famille Dubois. Elle portait un chemisier blanc, pas de bijoux, pas d'ornements, on n'entendait que sa voix claire. « Je m'appelle Marie Dubois de Montfort. Je ne suis pas folle. Je n'invente pas d'histoire. Je suis l'épouse qu'ils ont enfermée pour que je ne puisse pas parler pendant qu'ils essayaient d'effacer mes droits. Je ne veux pas de vengeance. Je veux seulement que les personnes qui ont cru pouvoir enfermer une femme simplement parce qu'elles ont de l'argent soient tenues pour responsables. » La vidéo devint virale. Beaucoup la crurent. Certains la jugeaient encore, mais beaucoup plus sentirent le poids de ses mots. Des femmes lui envoyèrent des messages. Elle disait avoir vécu la même chose. Si ce n'est dans une cave, alors à la maison, dans leur mariage, avec leur belle famille, dans des lieux qui auraient soi-disant dû leur apporter la sécurité. C'est ici que commença la nouvelle direction dans la vie de Marie. Un après-midi, alors qu'elle était à la mairie pour signer des dépositions, elle passa devant le petit module d'information de protection des femmes, à côté du service de développement social. Une femme était assise là avec un œil au beurre noir, à côté de 2 petits enfants silencieux. Elle n'avait personne à qui parler, car le personnel était occupé. Marie s'approcha. « Madame, » dit-elle à voix basse, « voulez-vous un verre d'eau ?» La femme leva les yeux, honteuse et effrayée. « Je ne veux pas déranger. » Marie s'assit à côté d'elle. « Vous ne dérangez pas. Vous demandez de l'aide ?» En parlant avec la femme, elle sentit qu'une partie d'elle-même commençait à se reconstruire progressivement. Elle n'était pas encore complète, pas encore entièrement guérie, mais pour la première fois depuis ce qui s'était passé, elle vit la possibilité de ne pas vivre seulement pour elle-même. Ce soir-là, sur la terrasse de sa maison, elle parla avec Charles. Valmont était silencieux. On entendait le chant des grillons et l'odeur de la nourriture venant de la maison voisine. « Charles, » dit Marie, « je veux aider au centre de protection des femmes. » Charles la regarda. « Tu es sûr ? C'est peu, être encore trop difficile pour toi. » « C'est peu, être difficile, mais c'est bien plus difficile de savoir que d'autres femmes ont peur de parler parce qu'elles croient que personne ne les écoutera. » Charles ne répondit pas tout de suite, puis hocha la tête. « Je ne te forcerai à rien, mais si c'est ce que tu veux, je t'aiderai. » Ainsi commença Marie, à petits pas. Au début, elle ne donnait que de l'eau et des mouchoirs, puis elle aidait à remplir des formulaires. Plus tard, elle écoutait déjà les femmes qui ne savaient pas comment commencer leurs histoires.
Elle ne donnait pas de conseils juridiques car elle ne le pouvait pas. À la place, elle les aidait à atteindre la bonne personne, un travailleur social, un avocat, un médecin ou la police. Avec elle se trouvait Jeanne, qui enseignait à cuisiner des plats simples aux femmes qui voulaient gagner de l'argent. Isabelle, qui s'occupait des enfants pendant qu'on parlait à leur mère, et le docteur Perrine, qui examinait bénévolement celles qui avaient besoin d'un certificat médical. Esther, de son côté, animait des ateliers de journalisme pour enseigner comment éviter que les histoires des victimes ne se transforment en ragots. Pendant que Marie se relevait, le monde de la famille de Montfort commençait à s'effondrer. Certains investisseurs se retirèrent, plusieurs de leurs projets furent annulés. Les amis de Madame Béatrice, qui trinquaient avec elle lors des fêtes, ne répondaient soudainement plus au téléphone. Maître Gabor Lacroix commença à rejeter la faute sur les autres pour sauver sa propre peau. Benoît, craignant d'être transformé en unique bouc émissaire, témoigna sous serment que Madame Béatrice lui avait personnellement ordonné d'enfermer Marie. Cécile, dont les cheveux étaient auparavant toujours parfaits, se présentait maintenant devant les enquêteurs sans maquillage, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. C'est alors qu'elle admit qu'elle savait que les papiers de David n'étaient pas encore en ordre, mais que Madame Béatrice lui avait promis la sécurité, de l'argent et un poste dans l'entreprise. Je croyais que tout s'arrangerait. Je croyais qu'il pourrait régler ça. Myriam Almaraz, l'assistante juridique, la regarda. Le problème, Cécile, c'est qu'ils n'ont pas essayé d'arranger un papier. Ils ont essayé de tordre la vérité. David, de son côté, envoya plusieurs lettres à Marie. La première, elle ne l'ouvrit pas. La deuxième non plus. La troisième, elle la lut, non pas parce qu'elle avait encore de l'espoir, mais parce qu'elle voulait savoir s'il y avait un repentir sincère en lui. J'ai fait une erreur. J'ai été un lâche. Je sais que des excuses ne suffisent pas, mais j'espère qu'un jour. Elle ne la lut pas jusqu'au bout. Elle plia le papier et le remit à Charles pour le dossier juridique. « Il n'y a plus de place pour lui dans mon cœur, » dit Marie. « Mais dans l'affaire, il y en a encore, » répondit Charles. Il ne sourit pas, mais sur son visage se reflétait le respect. « C'est ma sœur. » Quelques mois passèrent. La justice n'est pas rapide, mais elle avance. La guérison n'est pas parfaite, mais elle a une direction. Et Marie, qui craignait auparavant de marcher même dans sa propre maison, apprit maintenant à affronter des salles pleines de gens. Parfois, sa main tremble encore avant de commencer à parler. Parfois, les souvenirs reviennent. Mais elle est maintenant entourée de personnes qui ne sont pas là pour l'enfermer, mais pour l'aider à se relever. Un jour, après un séminaire à la mairie, une femme de l'âge d'Isabelle s'approcha d'elle. Elle portait un petit sac et tenait la main d'un petit enfant. « Vous êtes Marie Dubois ?» demanda la femme. « Oui, » répondit-elle. « J'ai vu votre vidéo. C'est grâce à vous que j'ai quitté la maison de mon compagnon, parce qu'avant je croyais que je devais tout supporter. » Marie porta la main à sa poitrine. « Vous n'avez pas à me remercier. C'est vous qui avez été assez courageuse. Mais vous m'avez rappelé que j'ai aussi une voix. » Quand la femme partit, Marie regarda vers la place en face de la mairie. C'était un après-midi clair. Au loin, elle vit le vieux chemin qui menait au domaine de Montfort, mais ce n'était plus la direction de sa vie. Le procès n'était pas encore terminé, le verdict final n'avait pas encore été rendu, mais une chose était claire. Marie n'était plus la femme qu'on méprisait à table. Elle n'était plus l'épouse qui pleurait au bord du lit, en attendant un homme qui ne reviendrait jamais. Elle n'était plus la femme qui croyait devoir rester silencieuse pour être aimée. Maintenant, avec chaque femme qu'elle aidait à parler, elle récupérait peu à peu non seulement son propre nom, mais aussi la vie qu'on lui avait presque volée. Avant de passer à la dernière partie de notre histoire, veuillez écrire dans un commentaire d'où et à quelle heure vous lisez ceci, car dans cette partie, nous ne suivrons pas seulement la chute des personnes qui ont opprimé Marie, mais aussi une victoire bien plus importante. Ce genre de victoire qui n'est pas toujours bruyante, qui n'est pas toujours accompagnée d'applaudissements, mais qui se ressent à chaque respiration de la personne qui a autrefois eu peur de vivre sa propre vie. 2 ans ont passé depuis que Marie Dubois a été sauvée de la cave du domaine de Montfort. 2 ans de procès, 2 ans à affronter des questions douloureuses, 2 ans à guérir les blessures qui ne se voient pas sur la peau. La première année, presque chaque mois, il y avait une nouvelle audience, une nouvelle déposition sous serment, une nouvelle tentative de la part du camp de Madame Béatrice de tordre l'histoire. La deuxième année, la direction de l'affaire est devenue plus claire, et la famille de Montfort a progressivement perdu la capacité d'intimider les témoins qu'elle avait auparavant réduits au silence. Marie n'était plus la même non plus. Avant, elle baissait la tête si quelqu'un la regardait fixement. Maintenant, elle pouvait soutenir le regard, non pas avec colère, mais avec dignité. Alors qu'auparavant elle commençait à trembler si elle entendait le nom de Madame Béatrice,
Elle était maintenant capable de l'entendre au tribunal sans que sa voix ne se brise. Cela ne signifiait pas que la douleur avait complètement disparu. Il y avait encore des nuits où elle se réveillait en sursaut, en sueur et haletante. Il y avait des jours où, en entendant le clic d'un cadenas, elle portait la main à sa poitrine. Mais cela ne l'arrêtait plus. Elle portait cette peur avec elle, mais ne permettait plus à la peur de tenir le gouvernail de sa vie. En 2 ans, sa petite initiative a également dépassé le module de protection des femmes du service social de la mairie. Avec l'aide du maire Charles, de Véronique, du docteur Olivier Perrin, de Jeanne, d'Isabelle et de quelques bénévoles de Valmont, un petit refuge et centre de formation a été créé. Ils l'ont appelé le refuge de Marie. Au début, Marie ne voulait pas qu'on utilise son nom. « Charles, ça sonne trop prétentieux si on lui donne mon propre nom », dit-elle à Charles, en regardant la vieille maison qu'un instituteur local à la retraite leur avait donnée. Charles sourit. « Il ne s'agit pas de te rendre célèbre, mais de la lumière que tu peux être pour d'autres femmes qui sont dans l'obscurité. Je ne suis pas une lumière, Charles. Tu n'es pas obligé de le croire tout de suite. Laisse-nous simplement y croire pour l'instant. » Le refuge de Marie n'était pas luxueux. Il avait un vieux salon qui servait de réception, 2 chambres pour l'hébergement d'urgence des femmes et des enfants, une petite cuisine où Jeanne enseignait à préparer des plats simples, des gâteaux et d'autres produits de boulangerie qui pouvaient être vendus au marché. Isabelle, qui le soir s'était également inscrite à un cours d'aide-soignante, aidait à s'occuper des enfants pendant que leur mère travaillait. Le docteur Perrin offrait des consultations médicales gratuites les mercredis et documentait les cas. Esther animait des ateliers pour les bénévoles sur la façon d'écouter les victimes sans que cela ne devienne des ragots. Marie, la plupart du temps, s'asseyait à la première table, non pas comme avocate, non pas comme fonctionnaire, mais comme quelqu'un qui savait écouter les autres. Un après-midi, une femme nommée Liliane est arrivée. Elle tenait sa petite fille et portait un petit sac. Sa voix tremblait quand elle a dit qu'elle ne voulait pas retourner avec son partenaire. « Il pourrait venir me chercher. Les gens pourraient dire que c'est de ma faute. » Marie lui a servi un verre d'eau et le lui a tendu. Au début, j'avais exactement la même peur. Je pensais que s'ils étaient riches, s'ils connaissaient beaucoup de gens, si leur nom était puissant, alors je n'avais aucune chance. « Et qu'avez-vous fait ?» Je n'ai pas pu le faire seule. C'est pourquoi j'ai cherché des personnes qui m'écouteraient. Maintenant, nous sommes ici pour t'écouter. Elle ne se vantait pas de ce qui lui était arrivé, mais elle n'en avait pas honte non plus. Elle a appris qu'il y a des blessures qui, si elles sont trop cachées, deviennent une prison, mais si elles sont mises entre de bonnes mains, elles peuvent devenir un outil pour sauver les autres. Pendant que la vie de Marie se redressait de plus en plus, les murs, autrefois inexpugnables, qui entouraient la famille de Montfort, s'effondrèrent complètement. Une partie de leurs entreprises fut gelée pendant l'enquête sur Maître Lacroix et l'affaire des faux documents. Les investisseurs qui souriaient autrefois à Madame Béatrice, lors des galas de charité disparurent. Ses anciens amis étaient soudainement trop occupés ou se trouvaient à l'étranger quand elle les appelait. Benoît, l'agent de sécurité, craignant d'être sacrifié comme unique bouc émissaire, fit une déclaration complète et détaillée. Il admit avoir mis le cadenas sur la cave, mais souligna que Madame Béatrice le lui avait ordonné, payé et donné l'instruction de mettre également la tablette avec la retransmission en direct. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» lui demanda le procureur au tribunal. Benoît baissa la tête. « J'avais besoin d'argent. J'avais des dettes, mais je sais que ce n'est pas une excuse. Je sais que c'était mal. J'avais juste peur de la patronne et de perdre mon travail. » Marie écoutait en silence depuis sa place. Elle ne sourit pas, mais ne pleura pas non plus. Elle écoutait Benoît comme si elle écoutait la pluie frapper le toit. Elle était là, clairement audible, mais ne pouvait plus inonder sa vie. Maître Gabor Lacroix fut radié du barreau. Un procès fut engagé contre lui pour falsification de documents. Dans sa déclaration, il tenta de rejeter toute la faute sur Madame Béatrice et David. Il dit qu'il ne faisait que suivre les instructions de ses clients, mais lorsque Myriam Almaraz présenta les reçus de paiement, les instructions par courriel et les brouillons juridiques de sa propre écriture, sa défense s'effondra comme un château de cartes. Cécile Lambert, qui se tenait autrefois si fièrement devant les invités, se présenta maintenant au tribunal en vêtements simples. Aucune trace des bijoux coûteux, ni de la confiance stridente. Sous serment, elle répéta qu'elle savait que les papiers d'annulation du mariage de Marie et David n'étaient pas encore prêts, mais que Madame Béatrice l'avait convaincue que tout serait réglé avant le mariage. « Saviez-vous qu'ils allaient enfermer Marie ?» demanda l'avocat de Marie. Les yeux de Cécile s'emplirent de larmes. « Non, pas au début, mais à l'approche du mariage, j'ai entendu la patronne parler de préparer une cave. Je n'ai rien dit. J'avais peur de perdre ce qu'on m'avait promis.
Je savais que c'était mal, mais je me suis tue. Oui, répondit-elle presque en chuchotant. Cécile regarda Marie. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je veux vous dire que je porterai cette honte avec moi le reste de ma vie. Marie ne répondit pas. Il y a des excuses qui n'ont pas besoin d'être répondues immédiatement. Il y a des blessures qui ne se refermeront pas seulement parce que l'agresseur se repent. Le jour de la dernière audience au tribunal de Valmont arriva. Dès le petit matin, il y avait beaucoup de monde devant le bâtiment. Ils n'étaient pas curieux du scandale, mais parce que l'affaire de Marie était devenue le symbole de quelque chose de bien plus grand que la famille de Montfort elle-même. Il y avait des femmes du refuge de Marie, il y avait des employés qui craignaient auparavant de parler contre leur patron, il y avait des journalistes et des citoyens ordinaires qui voulaient être témoins de la transformation d'une femme que tout le monde avait cru un jour qu'elle se briserait complètement. Dans la salle d'audience, Marie s'assit à côté de Charles et Véronique. Derrière eux se trouvaient Isabelle, le docteur Perrin, le père Antoine, Lazare, Esther, le capitaine Dubois, la gendarme Lucie et la maréchale des logis-chefs Rebecca. Tous n'avaient pas à parler. Leur seule présence était un rappel suffisant que Marie n'était plus seule. De l'autre côté s'asseyait Madame Béatrice. Elle était plus mince qu'avant, mais son visage restait dur. Elle ne portait plus l'éclat de ses anciens bijoux. David était assis la tête baissée, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en peu de temps. Ils ne semblaient plus être des personnes que la loi ne pouvait atteindre. Ils étaient devenus ceux que la justice, qu'ils avaient si longtemps fui, avait finalement rattrapés. Avant que le verdict ne soit annoncé, Marie fut autorisée à parler. Elle se leva lentement. Pendant quelques secondes, elle sentit la vieille anxiété dans sa poitrine, mais quand elle regarda en arrière et vit le visage de sa mère, le hochement de tête encourageant de Charles et les yeux de ceux qui croyaient en elle, elle prit une profonde inspiration. 2 ans ont passé depuis cette nuit où on m'a enfermée dans la cave. Mais bien avant cela, j'ai été enfermée pendant longtemps dans la croyance que je n'avais pas de droit, que comme je n'étais pas riche, je devais me taire, que comme j'étais l'épouse, je devais supporter, que comme ils étaient puissants, je devais avoir peur. Un silence total régnait dans la salle. C'est vrai, ils m'ont blessée. C'est vrai, j'ai eu peur. C'est vrai, il y a des nuits où cet endroit sombre revient encore dans mon esprit. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour mendier votre compassion. Je suis ici pour dire que ce qu'ils m'ont fait n'était pas une simple querelle de famille, pas un simple désaccord entre conjoints. C'était de l'abus, de l'intimidation, c'était le piétinement des droits d'une personne. Elle regarda David pour la première fois depuis ce qui s'était passé. Elle ne tremblait plus du tout. David, à un moment donné, je t'ai aimé. Je me suis battue pour toi, même si on m'a humiliée encore et encore dans votre maison. Mais quand le moment est venu où tu devais te battre pour moi, en tant que ton épouse, tu as choisi le silence. Je n'ai plus besoin de ton explication pour être libre. Les yeux de David s'emplirent de larmes. Marie, pardonne-moi, dit-il, bien que personne ne lui ait rien demandé. Marie ne s'approcha pas de lui. Elle n'était même pas en colère. J'ai accepté depuis longtemps que ton rôle dans ma vie est terminé, répondit-elle. Mais mon acceptation ne signifie pas que ta responsabilité s'efface. Puis elle regarda Madame Béatrice. Et quant à vous, Madame de Montfort, vous avez longtemps dit que je n'étais pas digne de votre nom. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je ne suis vraiment pas digne d'un nom qui est utilisé pour blesser les gens. Le nom que mon père et ma mère m'ont donné me convient bien mieux. Dubois. Le nom d'une famille qui a appris à incliner la tête devant Dieu, mais qui ne l'incline jamais devant les oppresseurs. Quand elle eut fini, Marie s'assit. Il n'y eut pas de cri, elle ne frappa pas la table, mais dans le silence du tribunal, tout le monde sentit que cette femme s'était complètement retrouvée. Quelques instants plus tard, le verdict fut annoncé. Benoît fut déclaré coupable de séquestration. Sa coopération durant l'enquête fut prise en compte dans sa peine. Maître Gabor Lacroix fut radié du barreau et poursuivi pour falsification de documents. David fut déclaré coupable d'abus psychologiques, de complicité de séquestration et de tentative de bigamie. Madame Béatrice reçut la peine la plus sévère pour être l'auteur intellectuel de l'enfermement, de l'intimidation, et pour avoir utilisé son influence pour tenter de faire disparaître l'épouse légale de son fils. Cécile reçut une peine plus légère en échange de ses aveux complets, mais la réputation professionnelle qu'elle avait bâtie sur de fausses fondations fut perdue à jamais. Après la lecture du verdict, Véronique prit la main de Marie. « C'est fini, ma chérie, » murmura-t-elle. Marie sourit à sa mère. « Tout n'est pas fini, maman, mais je suis libre. » Devant le palais de justice, la presse l'assaillit de questions, mais Marie ne craignait plus les caméras. Esther était à ses côtés, non seulement comme journaliste, mais comme amie. « Madame Marie ?» demanda l'un des journalistes.
Quel message adressez-vous aux femmes qui subissent des violences domestiques mais ont peur de parler? Marie regarda la caméra. À ce moment-là, elle n'était plus la femme qu'on avait enfermée dans une cave. Elle n'était plus la femme qu'on avait humiliée à table. Elle n'était plus l'épouse qui attendait qu'un homme qui ne pouvait pas la défendre l'aime. Vous n'avez pas besoin d'être courageuse tout de suite, dit-elle. Parfois, il suffit de vous avouer d'abord à vous-même qu'on vous fait du mal. Ensuite, cherchez une seule personne en qui vous pouvez avoir confiance. Un appel téléphonique, un message, un seul pas vers l'extérieur. Ce n'est pas facile, mais il y a une vie après la peur. Quelques mois de plus passèrent. Le mariage de David et Marie fut officiellement dissous. Marie ne célébra pas comme si elle avait gagné un jeu. Au lieu de cela, elle alla en silence à l'église de Valmont, alluma une bougie et pria, non pas pour oublier, mais pour apprendre à vivre sans porter le poids de la rancœur chaque jour. « Que je leur pardonne ou non ?» dit-elle au père Antoine après la messe. « Je ne veux plus qu'il soit le centre de ma vie. » Le prêtre hocha la tête. « C'est la vraie libération, mon enfant, quand tes pensées ne tournent plus autour d'eux. » Au refuge de Marie, on aidait de plus en plus de personnes. Ils créèrent un petit programme d'artisanat et de boulangerie, un atelier de couture, des ventes en ligne et offraient également des conseils financiers de base. Jeanne devint la coordinatrice de la cuisine. Isabelle, après avoir terminé son cours d'aide-soignante, devint l'assistante du refuge. Le docteur Perrin organisa un groupe de médecins bénévoles et Charles, en tant que maire, créa un nouvel arrêté municipal qui fournissait un protocole de protection plus clair pour les victimes de violences domestiques à Valmont. Mais Marie se rendit aussi compte qu'elle ne voulait pas être une sainte aux yeux des gens. Il y avait des jours où elle était fatiguée. Il y avait des occasions où elle refusait des invitations à des conférences, parce qu'elle aussi avait besoin de se reposer. Elle apprit qu'aider les autres ne pouvait pas devenir une nouvelle prison. Elle devait aussi prendre soin d'elle-même. Un matin, le tribunal et la police lui notifièrent qu'elle pouvait récupérer ses objets personnels qui n'étaient plus nécessaires comme preuve. Il y avait le vieux téléphone que Charles lui avait donné, le cardigan qu'elle portait ce jour-là, et aussi le vieux cadenas de la cave qu'on lui remit après que toutes les procédures techniques de l'affaire furent closes. Elle ne savait pas pourquoi elle demanda à voir la cave une fois de plus avant qu'on ne démolisse complètement cette partie de l'ancien bâtiment du domaine, qui était maintenant en liquidation judiciaire en raison des énormes dettes et poursuites de l'entreprise Montfort. Peut-être voulait-elle se prouver à elle-même que ce n'était plus qu'une porte, juste du bois, juste de la poussière. Ce n'était plus son destin. Charles, Véronique, Jeanne, Isabelle et la gendarme Lucie l'accompagnèrent. Ils marchèrent en silence vers l'arrière de l'ancien domaine. L'endroit avait déjà perdu sa splendeur d'antan. Le jardin, autrefois parfait, était maintenant envahi par les mauvaises herbes. L'énorme maison, autrefois symbole de pouvoir, semblait maintenant fatiguée et vide. Quand ils arrivèrent à la cave, Marie s'arrêta. Pendant quelques secondes, elle ne bougea pas. Elle se souvint de la tablette, de la retransmission en direct, de la voix de Madame Béatrice, du cliquetis du cadenas. Charles remarqua que sa main se crispait. « Marie, tu n'es pas obligée d'entrer. » Marie regarda son frère et sourit légèrement. « Je dois y entrer. Pas pour eux, pour moi. » Lentement, elle ouvrit la porte. Il n'y avait plus en elle la vieille obscurité ni le poids. La tablette avait disparu. La vieille caisse n'était pas au centre et la voix moqueuse non plus. Seulement de la poussière, du bois et la lumière qui entrait par la petite fenêtre, qui était maintenant beaucoup plus propre car on avait enlevé les grilles rouillées. Elle entra seule. Ses accompagnateurs la laissèrent faire. Elle s'arrêta au milieu de la cave et prit une profonde inspiration. « Je pensais que ça se terminait ici, mais en réalité, c'est ici que j'ai recommencé. » Quand elle sortit, la gendarme Lucie lui tendit la petite boîte contenant le vieux cadenas. Marie le prit. Il était encore lourd, encore froid, mais il n'était plus effrayant comme avant. Elle regarda Charles, Véronique, Jeanne et les autres. « Je vais mettre ça au refuge, » dit-elle. Isabelle fut surprise. « Au refuge ? Oui, mais pas comme un rappel de ce qu'ils m'ont fait, mais comme un rappel que, peu importe la solidité d'un cadenas, un jour il peut aussi être ouvert. » Une semaine plus tard, le cadenas fut placé dans une petite vitrine en verre au refuge de Marie. En dessous, une inscription disait « Ceci n'est pas le symbole de l'enfermement, c'est le symbole d'une porte ouverte. » À l'anniversaire du refuge de Marie, beaucoup de gens assistèrent. Des femmes qu'ils avaient aidées, des enfants qui étaient autrefois silencieux mais qui jouaient maintenant dans la cour, des bénévoles, des enseignants, des policiers et des citoyens ordinaires. Il n'y eut pas de banquet de luxe. Il y eut un ragoût cuisiné par Jeanne, des gâteaux faits par le groupe de boulangerie et du café de ce marché où Marie avait tant aidé dans son enfance.
Marie se tint devant les gens. Elle n'avait pas de longs discours écrits, elle regarda simplement les visages dans la salle, celui de sa mère, qui souriait, celui de son frère, qui la regardait avec une fierté silencieuse, celui d'Isabelle, qui tenait la liste des personnes soutenues, celui de Jeanne, qui allait et venait encore dans la cuisine, bien qu'on lui ait déjà demandé de s'asseoir, celui du docteur Perrine, qui parlait à une femme, et celui d'Esther, qui cette fois ne filmait pas avec sa caméra parce qu'elle voulait simplement faire partie du moment. Merci beaucoup à tous. Quand on m'a un jour enlevé ma voix, j'ai pensé que je ne la retrouverais jamais. Mais j'ai appris que si vous utilisez votre voix pour la vérité, non seulement elle revient, mais elle se renforce et sert parfois de lanterne pour que les voix des autres soient aussi entendues. Elle regarda la vitrine en verre où se trouvait le vieux cadenas. Je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais je peux m'assurer que ce ne soit pas le dernier chapitre de ma vie. Après le programme, elle s'assit devant le refuge sous la lumière du crépuscule. Charles s'approcha et lui tendit un sac en papier avec un millefeuille. Marie rit. Charles, toujours avec la tradition de la famille Dubois. Bien sûr, répondit Charles. Marie en sortit un et regarda autour d'elle. Dans la cour, les enfants riaient. Dans la cuisine, les femmes s'enseignaient les unes aux autres comment emballer les produits pour le marché. À la porte, une nouvelle femme inquiète arrivait, qu'Isabelle accueillit immédiatement avec un verre d'eau et une chaise. Le monde n'était pas parfait. Toutes les luttes n'étaient pas terminées. Mais à ce moment-là, Marie sut que chaque blessure avait eu un but, car avec ses pierres, elle avait construit un refuge pour les autres. On l'avait un jour enfermée pour qu'elle se taise. Aujourd'hui, c'était elle qui ouvrait les portes aux autres. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait plus la vie qu'on lui avait volée, car elle s'en était construit une nouvelle.